Après une semaine de campagne, comment se déroulent les choses sur le terrain? Des difficultés rencontrées, comment ça se passe? Ça se passe comme notre population existe dans la difficulté au quotidien. J'essaie d'aller vers notre population pour savoir comment elle vit, comment elle s'alimente, comment elle se soigne et comment elle mange au quotidien. C'est ce que je tente de faire. Oui. Comment comptez-vous réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes pour parvenir à une cohésion sociale? Je pense que nous subissons tous des injustices et en souffrons énormément. Nous avons cette rupture parce que je sais au fond de moi que le Burkina est une seule et même famille. Les noms peuvent varier et avoir des résonances diverses, mais nous sommes une seule et même famille. Quel que soit X, je sais que personne ne changera de nationalité. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Maintenant, est-ce que ce vivre ensemble va se poursuivre comme cela l'a été jusqu'à la tragédie que nous avons subie, mais surtout que la jeunesse a subi en payant le lourd tribut, ou bien on va résolument tourner le dos à l'injustice pour se dire que quand il y a 100 francs dans la caisse de l'État, chacune de nos familles doit avoir ne serait-ce qu'un franc, pour ne serait-ce que préserver ce lien ombilical qui fait du Burkina une seule et même famille. Vous avez mis la jeunesse et l'emploi au cœur de votre projet de société. Vous dites pouvoir créer 2000 à 3000 emplois émancipateurs chaque année. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi cela consiste et dans quel domaine vous comptez relancer l'emploi ou créer ces emplois? Alors, je pars d'un constat tout simple. Mon expérience professionnelle m'a permis de comprendre les mécanismes de l'endettement. Vous savez, il y a deux façons de mal préparer l'avenir. D'abord, par l'accumulation des dettes pour financer des dépenses courantes, et ce fut notre cas, et ensuite, oublier d'investir dans les secteurs moteurs d'une économie. Vous savez, je ne peux pas encore comprendre qu'en 1999, on ait eu l'idée diabolique de fermer l'unique industrie de transformation du coton, alors que le coton fait de nous le premier producteur africain. Et on sait que l'industrialisation permet une valeur ajoutée. Vous savez, on ne va pas continuellement demeurer dans cette situation d'impasse. Le café produit en Côte d'Ivoire nous revient en Nescafé dans une boîte qui nous coûte excessivement cher. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de demander à ceux qui prétendent nous soutenir de venir installer des usines ici, de partager notre destin commun et de produire pour que nous puissions consommer et également exporter, puisqu'ils nous ont contraints à signer des accords de l'OMC pour pouvoir ouvrir et démanteler nos frontières. Leur demander aujourd'hui de nous permettre de vivre, parce que vivre, c'est travailler. Nous allons pouvoir arriver, lorsque nous leur dirons ce langage de vérité et lorsque nous serons fermes là-dessus. Mais à chaque fois que nous allons privilégier des solutions individuelles, nous aurons certes des comptes bien remplis en Europe, mais le fait d'avoir commis le crime de laisser en chemin notre peuple nous sera toujours reproché. Et je sais qu'il n'y a pas de solution pour les individus. Il y a des solutions collectives. Je pense que notre potentiel agro-sylvo-pastoral doit être un terreau pour donner encore de la vie à cette population. Et nous avons la possibilité. L'agriculture nourrit à 70% notre population et occupe notre population. Il n'est plus normal que l'on parle à chaque année
que on diffuse des messages d'optimisme depuis une trentaine d'années et qu'on n'ait rien fait pour soutenir, même de façon embryonnaire, nos paysans. C'est la raison pour laquelle je pense qu'à partir de la saison prochaine, je vais au moins commander en quantité suffisante des charrues pour chaque famille rurale. Je commanderai aussi des tracteurs pour que la gestion commune se fasse pour chacun des villages. Vous pouvez faire le constat. On a 8000 villages. Est-ce que c'est un luxe de doter aujourd'hui chaque village burkinabé, de la part de l'État, un tracteur qui sera géré en commun? Dites-moi, est-ce que c'est un luxe de penser que doter chaque famille rurale d'une charrue, c'est un luxe pour le Burkina? Si c'est le cas, je dis que je n'ai pas besoin de ce développement qui vise à tromper tout le monde pour dire que nous sommes un pays émergent. Je n'aurai plus besoin de ce bitume-là, comme je n'aurai pas besoin de ces V8 qui circulent inutilement et polluent et détruisent notre écosystème. Je mettrai l'accent sur ces priorités-là. Et je sais que la commande en masse nous permettra enfin de dire à notre population, de dire aux masses rurales que nous sommes avec eux, que nous ne sommes pas différents d'eux. Qu'est-ce qui vous distingue, vous et moi, d'eux? Rien du tout. Sauf le simple fait d'être venu en ville et d'avoir acheté des cravates et des vestes, et nuitamment, quand on a des difficultés, d'y repartir pour demander des bénédictions ou même pour dire que, bon, les ancêtres ne me soutiennent pas suffisamment. Voici les deux chaises sur lesquelles nous sommes assis. Et il faudra que cela cesse. Dieu n'est favorable qu'avec des gens honnêtes. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, Dieu vous accompagne. Et le monde entier vous accompagne parce que Dieu dispose, en fait, du cosmos tout entier. Mais lorsque vous êtes en train de jouer, lorsque vous êtes un menteur, et vous êtes à la tête d'un pays, ça se sait, ça va se savoir. On voit un peu l'anomalie en vous. On voit ce que vous dites à l'extérieur pour vendre la misère de votre population, et on voit sur place ce que vous en faites réellement. Vous avez des V8 que même les Européens n'ont pas dans leur pays. Même le président François Hollande se déplace modestement, alors que c'est une puissance mondiale. Vous pensez que ce quotient est le reflet de notre situation? Moi, je mettrais ce quotient en location. Parce que dans ce parc immobilier de l'État, il faudrait qu'on mette tout ça à la bonne place, et ceux qui auront de l'argent loueront ces gros palais dont ils ont besoin, et qui est de manière justifiée, puisqu'ils ont plus d'argent, ils ont plus de moyens. Nous, on va demeurer modestement, et dans nos cases s'il le faut, mais on ne voudra pas laisser perdurer cette injustice, ces inégalités, qui laissent transparaître que quelque part, non, nous sommes un peu développés, nous sommes importants. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité de notre situation, c'est qu'à 10 km d'ici ou à 5 km, la population boit de l'eau boueuse. L'eau potable est juste impossible. Et on parle de développement. Dans mon propre village, l'école, ce qui fait office d'école, c'est un hangar qui abrite 3 classes, CP1, CP2, CE1, dans le même hangar. Et vous croyez qu'à cette heure-là du numérique et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a prôné comme discours et les chiffres mirobolants de croissance, vous pensez qu'il y a une adéquation avec cela? Je ne pense pas. Quand je prends le cas de l'éducation, dans le passé, des gens pouvaient ne pas avoir de diplôme et avoir du travail. Aujourd'hui, nos enfants outillés de tous les diplômes, bon, diplôme entre guillemets, parce que je n'ai jamais pu comprendre comment on peut enseigner 1000 étudiants dans une même entité et considérer qu'on a transmis du savoir libérateur parce que le savoir conduit à la vérité et en fait traduit une certaine façon de mieux dominer la nature. Je ne peux pas le comprendre. Et tout ceci sera réformé parce qu'il nous faudra désormais des écoles professionnelles techniques qui apprennent du métier à nos enfants, qui apprennent de quoi se servir de ces 10 doigts. Parce que j'ai toujours vu que ceux qui sont mécaniciens, ceux qui sont menuisiers, ceux qui sont électroniciens, ceux qui sont maçons, ont toujours du travail. Mais ceux qui sont dans la grandiloquence et qui ont montré les limites des œuvres de la famille des professionnels de la politique, parce qu'ils n'ont jamais appris à travailler, vont continuer de reproduire les mêmes schémas.
Et nous voulons en sortir. Nous voulons que le développement soit soutenu de l'intérieur, en créant une espèce d'adéquation entre la formation reçue et l'emploi qui est au bout. Sinon, il n'est plus possible de continuer en disant qu'il faut aller à l'école et en fait, au final, dire à ceux qui sont sortis avec des diplômes qualifiants qu'il n'y a pas de place pour eux dans cette société. Et la santé aussi est une priorité pour vous. Comment comptez-vous mettre en place cette trésorerie de prise en charge pour l'ensemble de la population? Vous savez, lorsque la gouvernance est au rendez-vous, cette question prioritaire de santé ne va pas souffrir et ne va pas connaître un déficit qui ne sera pas financé. Les partenaires au développement souhaitent nous accompagner. Mais nous accompagner pour que les ressources investies dans la santé, une fois transférées le matin en Afrique, reviennent le soir en Europe, dans des comptes privatifs, c'est ce que nous redoutons le plus. Et ils le savent. La meilleure manifestation de la solidarité nationale commence par la santé. On dit qu'en Afrique, on est solidaire. C'est faux. Les gens veulent se valoriser individuellement. Les gens veulent enlever leur argent de leur poche, même dans la famille, dire que bon, je vais aider un tel, je vais aider un tel. Ce n'est pas vrai, on n'est pas solidaire. Si on était solidaire réellement, aujourd'hui, on aurait un système de santé pour tous qui prend en compte le secteur, le rural, jusque dans la ville. Vous savez, vous n'êtes pas les seuls à contribuer à la création des richesses dans ce pays, même si vous êtes en ville. Moi, je prends le cas du paysan qui a travaillé toute sa vie en labourant difficilement la terre et en nourrissant la ville. Ce paysan parvient à l'heure avec la pénibilité du travail, à l'heure de la retraite. Nous n'avons rien prévu pour lui. Or, il a contribué à la formation des richesses de ce pays-là. Moi, je préconise un système de santé pour tous, même de manière graduelle. Mais nous ne pouvons plus continuer, sinon il va falloir faire disparaître ces articles de trop dans la Constitution qui consacrent la santé pour tous comme un droit au même titre que l'article 37 que nous avons combattu parce qu'on voulait changer un homme. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que nous puissions nous réajuster. On ne peut pas continuellement vivre au-dessus de nos moyens. Lorsque vous gagnez 100 francs et que vous dépensez 150, moi je pense que c'est une anomalie. Il faut avoir le courage de l'accepter et essayer de modifier nos comportements. Si nous commencions déjà par consommer ce que nous produisons, nous allons avoir des résultats. Mais on ne peut pas continuer d'être ce que nous ne sommes pas. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. On va faire la mendicité et lorsque nous arrivons ici, on dit qu'on est très important. On veut mystifier qui? Pas en tout cas ceux qui nous envoient de l'argent. Et ils savent qu'on est des gros enfants, mais ils savent aussi que bon, ce n'est pas grave parce que bon, ils ont mis leur radar sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont des économies périphériques que nous représentons aujourd'hui. Comment comptez-vous réformer le système académique au Burkina? C'est-à-dire, comment comptez-vous résoudre le problème de l'université, le problème d'infrastructure? Le problème d'infrastructure a sa solution. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La BAD a créé récemment et est en train de mettre en place une espèce de société financière dont j'ai eu la charge d'écrire les statuts, qui s'appelle Africa 50, Afrique 50, dédiée au financement des infrastructures en Afrique. Parce qu'ils vont centraliser l'ensemble des ressources et ils permettront un accès égalitaire pour tous les États africains qui étaient de 54 et qui est passé peut-être à un plus grand nombre. Il y a des ressources pour le faire, mais dans le fond, la question pertinente aujourd'hui, pour moi, à quoi sert cette université-là? Puisque je vous ai dit que je ne comprends pas qu'avec des professeurs bourrés de diplômes inutiles, enfin, je me permets de le dire parce que je n'ai pas encore pu comprendre comment est-ce qu'on peut enseigner 1000 étudiants dans un amphithéâtre et donner à ces étudiants un diplôme en fin de cycle et considérer qu'on a transmis du savoir. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je veux que la communauté universitaire scientifique
puisse me dire, dans un délai assez bref, comment on assure une adéquation entre une formation et le travail au bout du processus. Je veux que l'on me dise demain le nombre de lycées supérieurs techniques et professionnels qu'il me faudra implanter dans chacune de nos 12 régions. Voilà ce que moi je souhaite avoir. Voilà ce que je pense être une solution qui permette enfin aux uns et aux autres de retrouver une utilité sociale. Ils sont déjà sur cette terre-là, ils doivent vivre comme nous avons eu la chance de vivre, de pouvoir avoir du travail, de pouvoir nous marier et d'espérer en faisant des enfants. Lorsque l'espérance est en panne, il faut accepter le reconnaître, qu'on a tout faux par le passé. Ce n'était pas une question simplement d'article 37. Moi, au fond, le problème, il est beaucoup plus profond que cela. Et vous le savez tous, vous mesurez l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les affres de notre situation de délabrement économique. Parce que l'endettement est passé par là. Souvenez-vous, au temps de la révolution, les mêmes auteurs et mensonges du FMI étaient venus, voilà, ici, nous proposer de l'argent, quelquefois gratuitement. Ils disent que c'était sans condition. Parce que nous avions pris la pleine mesure de ce que représentait se développer par ses propres forces. Et nous avions mis en place une gouvernance châtiée à tel point que personne, au niveau des gouvernants, ne pouvait s'autoriser des déviations parce que tout le monde savait que la sanction était là. Tout le monde savait que la responsabilisation était de mise. On n'avait pas besoin de dire à un fonctionnaire de laisser le bien public au trésor public. On n'avait pas besoin de dire, même à un chauffeur, de ne pas utiliser de manière abusive le mobilier roulant de l'État. On n'avait pas besoin de dire à quelqu'un que la fraude était une atteinte à notre solidarité nationale. Ces valeurs éducatives ont permis le décollage économique du Burkina Faso et de hisser ce pays à l'international à travers son nom qui a changé. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui du Burkinabé? Qu'est-ce qui nous reste de la maison commune? Vous pensez que le fait d'avoir transféré nuitamment des actifs publics dans le secteur privé à ses amis, à ses parents, c'est cela qu'il fallait faire à travers la privatisation de tous nos flairons économiques? Parce que les créanciers de l'autre côté, qui donnaient de l'argent, avaient bien compris qu'il fallait rembourser ces sommes-là. On était déjà ligotés et liés. Donc, il n'était pas possible, sauf pour ceux qui pensaient que la vie pouvait être gagnée facilement, on pouvait continuer. Et ce sont ces créanciers-là qui sont venus et qui ont dit, mais vous avez pris notre argent, il est temps maintenant de marcher au pas et nous allons vous mettre au pas. On s'en fout de ce que vous ferez de votre population, remboursez-nous notre argent. Et c'est comme ça que ça se passe partout. Et ça va se savoir. Ça va se savoir parce que nous n'avons plus la liberté de vivre. Nous n'avons des présidents de nom parce qu'ils vont dans les villages. Mais en réalité, ce que nous avons représente moins qu'un préfet à l'international. Et même, tout le monde le sait. Ce sont des gens obéissants parce qu'ils ont mis notre pays sous coupe réglée économiquement, parce qu'ils se sont endettés, parce qu'ils ont acheté des cravates, parce qu'ils ont acheté des maisons, parce qu'ils ont acheté des V8. Nous pensons qu'on doit être assez modeste. On ne peut pas avoir une population qui gît dans les affres du dénouement et puis en même temps, dans le même espace, montrer des reluisances. Non, la résilience du Burkina nous permet aujourd'hui encore d'espérer que demain sera meilleur. Parce qu'on n'a rien construit de durable dans l'injustice. Ok. Comment comptez-vous résoudre le problème de justice aussi? La justice va être ce que nous avons tous connu et qui fait la fierté des États qui veulent vivre dignement. Parce que l'injustice entraîne des dérèglements de toute nature. Toutes nos valeurs sont renversées aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'est pas normal que des magistrats que nous avons formés, il n'est pas normal que des magistrats que nous avons nommés à des postes de responsabilité
en plus de leur salaire, perçoivent d'autres types de salaires la nuit à travers des enveloppes pour simplement torpiller la règle de droit. Le rôle des magistrats, c'était de dire la loi. Et les magistrats de demain diront la loi. Parce que tous les acteurs du secteur public seront face à leurs responsabilités. Et on va appliquer à tous selon ces actes. La chaîne pénale dans sa globalité sera revue et elle va être ce que nous avons connu de chair dans ce qui représente la construction d'un état de droit. Il ne sera plus possible d'avoir une somme d'argent en salaire et d'exhiber fièrement toutes les constructions immobilières qu'on a réalisées dans le même temps dans le pays. On mettra cela en adéquation. Et nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. D'accord. Et concernant le problème de justice qui se pose depuis 27 ans, vous dites vouloir construire un Burkina de justice, de prospérité. Comment comptez-vous résoudre ces problèmes qui sont en instance? Les problèmes qui sont en instance, vous allez vite le comprendre parce que les magistrats qui ont en charge ces dossiers-là vont commencer maintenant à travailler. Parce que ces décisions judiciaires seront publiées. Nous allons pouvoir mettre des contrats de performance au niveau de ceux à qui nous avons confié la gestion de cette partie importante qui est de dire le droit. Le droit n'est pas seulement dit par cette justice-là. Hein. Vous avez vu, il y a une coexistence d'autres justices. La justice traditionnelle s'opère à travers les chefs traditionnels. Et c'est seulement une petite partie de cette justice en ville qui est monnayée à tour de bras. Et je sais que le message des 30 et 31 octobre 2014, le message entendu, même face au péril encore du 16 septembre 2015, est celui qui veut que tout le monde reconnaisse maintenant que 2 plus 2 égale 4, ce n'est pas 5, ce n'est pas 6, ce n'est pas 2. Et tout le monde le sait. Ils n'auront pas besoin des magistrats pour le dire. L'injustice dont nous parlons a conduit à cette situation où le peuple lui-même était allé réclamer sa justice et à chaque fois qu'un accident de la circulation s'opérait, très vite la population sortait et mettait fin au dérèglement en brûlant les véhicules, que je ne souhaite pas. Mais je veux ici vous montrer jusqu'où ça peut aller lorsque l'on cultive l'injustice. Les magistrats qui se seront rendus inutiles seront certainement de ceux-là qui iront vite trouver un autre métier. Mais nous voulons sanctifier cette justice-là. Même s'il faut revoir leurs émoluments, on le fera. Mais il ne sera plus possible de toujours continuer dans les affres des conflits d'intérêts. Si vous connaissez une personne, si son dossier arrive chez vous, vous pouvez avoir la décence de vous récuser, de dire, bon, cette personne, c'est un parent. Il se trouve que vous ne le savez pas maintenant. Mais je suis sûr que quand la décision que je vais rendre sera publiée, les gens, des voix se lèveront pour dire, ah, en tout cas, on sait qu'il a rendu cette décision parce qu'il est. Et tout va bien se passer. Lorsqu'ils sauront ça, ils vont se mettre au travail. Mais ils ne peuvent pas percevoir d'autres revenus que le revenu salarial. Ils auront le choix entre évoluer dans le secteur privé ou évoluer dans le secteur public. C'est ce qu'on appelle les commis de l'État. Les incompatibilités liées au statut du fonctionnaire, vous savez, ces textes existent, mais on va les mettre en application purement et simplement. Et ils savent bien, en tant que juristes, ce qui va venir. Ce que j'amène là ne sera pas négociable. Que Maître Issaka Zampaligré s'est engagé pour libérer le Burkina, pour changer le Burkina, pour que, enfin, nous puissions retrouver nos valeurs de justice, d'équité et de prospérité inclusive. Parce qu'il ne pourra plus être possible de vivre comme par le passé. Le Burkina a engagé le processus du changement irréversible.